La lutte contre la propagation du virus Ebola s'intensifie au Libéria. Une fondation à but non lucratif distribue des vitamines aux personnes mises en quarantaine pour renforcer leur système immunitaire. Intense combat dans l'extrême nord du Cameroun, bilan 8 militaires camerounais et 107 islamistes du groupe Boko Haram tués. Le paralympique Oscar Pistorius sera définitivement fixé sur son sort mardi prochain. La dernière audience des plaidoiries de la défense et du parquet a eu lieu hier vendredi. Samedi 18 octobre 2014, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Un groupe à but non lucratif travaillant dans les zones touchées par Ebola distribue des vitamines pour aider à stimuler le système immunitaire des habitants. You Foundation Liberia, c'est le nom de ce groupe qui a déjà traité 53 communautés dans 2 comtés du pays. Ce travail lui a notamment permis d'enregistrer plus de 2600 personnes infectées ou ayant été en contact du virus Ebola. Je vous propose maintenant de suivre les précisions de la fondatrice du groupe sur cette opération. Nous distribuons majoritairement des vitamines aux personnes de la communauté ici, qui sont en quarantaine. Ce ne sont pas des médicaments contre Ebola, mais ça leur permet de renforcer leur système immunitaire, de faire en sorte que leur corps se batte mieux contre la maladie. Nous distribuons un mélange de vitamines B et C. Jusqu'à présent, nous avons traité 53 communautés à travers Monserrado et Margibi. Nous avons traité plus de 2600 personnes qui ont été soit infectées par le virus ou ont été en contact avec le virus. Parmi les 2600 personnes, nous en avons 1046 que nous considérons comme des affaires classées. Et cela signifie qu'ils ont passé les 21 jours de quarantaine et ils ne sont pas infectés par le virus Ebola. Parmi les chiffres que nous avons, 5 d'entre eux ont eu le virus. Nous allons nous battre pour nous assurer qu'aucun de ces chiffres ne soit proche de la réalité. Il faut dire que chez les journalistes, Ebola fait parfois plus peur que la guerre. Les rats qui acceptent de partir en Afrique couvrir l'épidémie doivent gérer sur place leur peur du virus. Une fois de retour dans leur pays, ces journalistes doivent notamment affronter la psychose de leurs collègues d'une part et ensuite éviter de contaminer leurs proches. Voici ce que ça donne. Florian Plocher est journaliste à l'agence France Presse. Il vient de rentrer à Paris après une mission de 10 jours en Sierra Leone où il a filmé au plus près les victimes d'Ebola. Des reportages qui ont fait de lui un possible vecteur de la maladie en France s'il devait tomber malade. Une angoisse qu'il va devoir gérer pendant les 21 jours d'incubation. Il ne faut pas céder à la panique parce que ça devient psychologiquement dur à supporter. Et en même temps, il faut savoir être prudent, il faut savoir être à l'écoute de son corps et aussi respecter l'appréhension de l'entourage. Élise Menant aussi était en zone Ebola, une semaine au Libéria pour le magazine Envoyé spécial. À son retour à Paris, elle a vécu le stress de la prise de température 3 à 4 fois par jour, mais sans se sentir pestiférée pour autant. Moi, j'ai eu de la chance d'être dans une rédaction où il n'y a pas eu de rejet comme ça a pu être le cas dans d'autres rédactions. C'est-à-dire que j'ai pu aller au travail sans être blacklisté. Les gens ont accepté de me faire la bise, travailler avec moi, etc., etc. Priorité santé, une des émissions phares de RFI. Depuis le début de l'épidémie Ebola en mars dernier, Claire Hédon a présenté 6 émissions autour du sujet. Pour les 2 dernières, elle est allée spécialement en Guinée pour les enregistrer.
Ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que là, dans les journalistes, les gens avaient bien plus peur d'aller faire des reportages sur Ebola que d'aller en reportage en Centrafrique, au Mali, en Irak, qui sont des zones très chaudes et qui me paraissent, moi, très risquées. Donc, je pense que la peur de l'épidémie, et c'est ça qu'il faut comprendre, est plus importante. Enfin, c'est-à-dire l'ennemi invisible. En fait, ce virus, il n'est pas visible. Des refus à partir en zone Ebola ont ainsi été essuyés dans plusieurs rédactions. Des journalistes ont aussi parfois été mis en quarantaine par leurs collègues à leur retour. Un réveil des fantasmes inadmissible pour le responsable des reportages de France 24. Dans Ebola, il y a la réalité des faits, et la réalité des faits est assez maîtrisée malgré les quelques zones grises, et puis il y a le fantasme. Il me semble que s'il y a deux professions qui devraient s'épargner le fantasme, c'est d'abord le corps médical, et ensuite les journalistes qui sont censés traduire l'information, transmettre l'information de la manière la plus factuelle possible. Avec le risque d'une désertification de ces zones par les envoyés spéciaux, certains craignent que la désinformation s'installe et avec elle, la peur, parfois plus contagieuse que le virus. Rendons-nous à présent au Soudan qui vient d'accueillir la conférence régionale de l'Union africaine sur la traite et le trafic des êtres humains dans la Corne de l'Afrique. Cette conférence a réuni pendant 4 jours à Khartoum des experts et membres d'organisations internationales. Le trafic des êtres humains, qui implique aussi celui des organes, a depuis peu franchi le seuil du tolérable en Afrique. Et ce n'est que secret de Polichinelle. Dans son élan de trouver les réponses adéquates au phénomène, l'Union africaine a tenu cette conférence régionale de Khartoum. À ses côtés, pour le même combat, une forte délégation de l'Union européenne et des représentants des 2 agences de l'ONU, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, impliqués dans cette lutte. Aujourd'hui, la majorité des flux que nous constatons viennent surtout de pays d'Afrique de l'Ouest et des Syriens qui arrivent en Europe. Les derniers chiffres d'arrivée à la fin du mois de septembre sont autour de 140 000 personnes qui sont arrivées sur les côtes italiennes et donc sur le territoire européen. Un chiffre légèrement en baisse par rapport aux données de ces 2 dernières années. Le défi reste cependant tout entier. Présent à la conférence de Khartoum, le vice-ministre italien des Affaires étrangères, Lapo Pistelli, a salué l'initiative. Venant d'un pays principal point de passage et parfois destination de choix des migrants clandestins, Pistelli a annoncé que le processus de Khartoum prendra effet à partir de la conférence du 28 novembre prochain à Rome. Conférence prévue pour débattre de la même thématique, mais à l'échelle mondiale. Une information en bref avant de poursuivre cette édition. 8 militaires camerounais et 107 islamistes du groupe armé Boko Haram ont été tués lors d'intenses combats dans l'extrême nord du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria, a annoncé vendredi le ministère camerounais de la Défense. Selon des sources sécuritaires concordantes, les insurgés de Boko Haram ont par ailleurs massacré des dizaines de civils avant d'affronter l'armée camerounaise. Mercredi déjà, Boko Haram a contrôler la ville d'Anchidé durant des heures avant l'intervention de l'armée. Ils ont notamment égorgé beaucoup de civils, une trentaine au moins, a affirmé un officier de police basé dans la région. Ils ont par exemple tué le chef de l'agence Express Union. Ils ont brûlé l'église catholique, l'église protestante et pratiquement toutes les buvettes. Ils voulaient par ailleurs attaquer le camp du bataillon d'intervention rapide avec une voiture piégée, mais les soldats ont anticipé en la détruisant, raconte cette même source. Le gouvernement camerounais, quant à lui, n'a de son côté fait état que des affrontements entre islamistes et soldats camerounais. Un autre élément dans ce journal, parlant toujours du groupe Boko Haram, l'armée et la présidence nigériane ont annoncé hier vendredi avoir conclu un accord avec ce groupe, un accord prévoyant notamment le cessez-le-feu et la libération des 219 lycéennes encore détenues. L'information a été communiquée dans l'après-midi d'hier par le chef d'état-major de l'armée nigériane. Mais l'incertitude demeure encore aujourd'hui même sur la libération de ces lycéennes dont l'enlèvement mi-avril 2014 avait suscité un émoi international. Et pour cause, le porte-parole des services de sécurité nigérians a affirmé qu'aucun règlement n'avait été scellé pour les lycéennes. Du côté du groupe Boko Haram, c'est le silence plat. Il n'a pas confirmé ces informations. Reportage.
J'ai donné des directives aux chefs des différents corps de l'armée afin que l'on s'assure que ces différents développements soient appliqués sur le terrain. C'est en ces termes que s'exprimait ce vendredi le chef d'état-major de l'armée fédérale du Nigeria. En parallèle, le premier secrétaire de la présidence nigériane, Hassan Toukour, a affirmé qu'un accord avait été conclu avec le groupe islamiste Boko Haram, mettant fin aux violences et prévoyant la libération des 219 jeunes filles toujours portées disparues. Hassan Toukour affirme avoir représenté le gouvernement nigérien lors de 2 rencontres avec les insurgés islamistes au Tchad sous la médiation du président tchadien Idriss Déby. Boko Haram a déclaré un cessez-le-feu à la suite des discussions que nous avons menées avec eux, a déclaré Hassan Toukour, précisant que l'annonce a été faite le jeudi dans la soirée. Ils ont accepté de libérer les jeunes filles de Chibok, a-t-il ajouté, faisant référence aux 219 adolescentes toujours portées disparues depuis leur enlèvement le 14 avril dernier dans leur lycée de Chibok dans le nord du Nigeria. Certains ont émis des doutes quant à un tel accord survenant juste au moment où le président nigérian Goodluck Jonathan est censé annoncer sa candidature à sa propre succession en février prochain et où les questions de sécurité sont au cœur du débat politique. On ignore cependant l'identité réelle de Danlali Amadou, celui que Hassan Toukour présente comme son interlocuteur au sein de Boko Haram et qui a donné une interview à une radio dans le pays ce vendredi dans la matinée. Je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur et si Boko Haram voulait déclarer un cessez-le-feu, cela viendra de leur chef Aboubakar Shekau, a estimé Shehu Sani, un spécialiste de Boko Haram qui a négocié à plusieurs reprises avec le groupe islamiste aux côtés du gouvernement nigérian. Et maintenant, les échos du dernier jour des plaidoiries du procès d'Oscar Pistorius. Le procureur a requis 10 ans de prison contre le champion paralympique coupable d'homicide involontaire sur sa petite amie. Quant à la défense, elle a plaidé pour des travaux d'intérêt général. Dernier jour des plaidoiries du procès d'Oscar Pistorius, un procès qui dure depuis plus de 7 mois et qui a attiré à Pretoria les médias du monde entier. L'avocat de la défense plaide pour des travaux d'intérêt général comme peine pour le champion sud-africain, estimant que la prison réclamée par le parquet ne serait pas une punition appropriée pour l'homicide involontaire de sa petite amie. Après presque 1h30 d'un ultime plaidoyer, Barirou a conclu en réclamant une peine utile à la société pour l'ex-sportif paralympique de 27 ans. Il avait auparavant tenté de démontrer que les remords de l'accusé sont sincères et qu'il ne désire plus qu'une chose, faire le bien autant que possible. Le procureur Guérinel a ensuite pris la parole, dénonçant la proposition choquante et inappropriée d'une peine de substitution. Aussi a-t-il requis 10 ans de prison pour le champion paralympique. Les plaidoiries terminées, la balle est maintenant dans le camp de la juge Thokozile Mazipa, qui a finalement accepté la version de l'accident et admis que le champion paralympique avait tué Rivas Timkamp en croyant tirer sur un cambrioleur. Sa sentence est attendue pour mardi prochain. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne journée à vous en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.